Bonsoir à tous. Bonsoir Ségolène Royal. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association France-Algérie, ancienne ministre, ancienne candidate à l'élection présidentielle. C'est votre deuxième visite en Algérie en tant que présidente de l'association France-Algérie. La dernière remonte au mois de janvier. La première question que j'ai envie de poser, c'est qu'est-ce qui a changé en 3 mois dans cette relation entre l'Algérie et la France, selon vous? En 3 mois, il y a eu à la fois des points positifs et aussi des retours vers une tension que l'on découvre là au cours de ces derniers jours. Des points positifs parce que le ministre de l'Intérieur est venu. D'ailleurs, je suis allée le voir après mon retour en lui disant que la bonne position, c'était de venir en Algérie sur une base égalitaire, de coopération, égal à égal, sans poser de conditions. Et c'est ce qu'il a fait. Et ça, je m'en réjouis parce que c'était une première prise de contact qui était importante. Ensuite, il y a eu la visite du MEDEF. Donc ça aussi, c'est un signal. J'avais bien dit lors de ma visite précédente qu'il fallait changer de regard sur l'Algérie, qu'il fallait arrêter, que moi j'avais vu des entreprises extraordinaires, des écoles de formation pour les jeunes, d'excellence, et qu'il fallait arrêter de sous-estimer l'Algérie. Et je pense que ce message a été également entendu. Maintenant, ce à quoi on assiste au cours de ces derniers jours, une espèce de tension et d'échange entre le président de la République et l'ancien ministre de l'Intérieur. Et une fois de plus, ce que l'on voit, c'est qu'à l'approche d'une élection, on remet l'Algérie au cœur du problème. Et ça n'est pas acceptable. Je crois qu'il faut maintenant revenir à des relations normales avec l'Algérie, respectueuses et égalitaires. Alors, on reviendra plus tard sur l'état des relations algéro-françaises. Vous êtes ici à Alger à l'invitation de la ministre de la Culture, Malika Bendouda, pour assister au colloque de Saint-Augustin. C'était important, en tant que présidente de l'association, de venir et d'assister à ce colloque quelques jours, je le rappelle, après la visite du pape Léon XIV. Oui, tout à fait. C'est un honneur pour moi d'avoir été invitée, y compris pour prendre la parole. Parce que ce sont des journées africaines et méditerranéennes de la pensée. Et je crois que c'est par la pensée, c'est-à-dire par l'intelligence, par les échanges entre scientifiques, entre chercheurs, entre philosophes, que l'on peut jeter des ponts entre les civilisations, que l'on peut créer des connexions, que l'on peut créer des vibrations. Et surtout, je crois que c'est par la connaissance, par le travail de la pensée, que l'on peut aussi faire reculer les a priori, les préjugés, les intégrismes, les haines de toute nature, les racismes de toute nature. Et moi, je forme le vœu que ça puisse s'approfondir justement ces coopérations intellectuelles et culturelles entre la France et l'Algérie. Et je voudrais saluer le travail de la ministre de la Culture et du Patrimoine, qui est devenue une amie d'ailleurs, d'avoir organisé en si peu de temps, sous le patronage du président de la République, ces journées qui sont d'un niveau tout à fait exceptionnel. Est-ce que vous ressentez, en tant que présidente de l'association France-Algérie, une certaine volonté, de part et d'autre de la Méditerranée, de rapprocher les points de vue, de tourner les pages du passé et d'avancer vers une vraie relation entre Alger et Paris? Je pense que c'est le souhait des peuples. Mais je pense que la France ne fait pas les gestes qu'il faudrait faire. Et je pense qu'il faut qu'elle les fasse, et rapidement, et dans tous les domaines. Vous voyez, la reconnaissance de l'histoire, je pense que la question mémorielle est importante, non pas comme je l'entends dire parce qu'il y aurait une rente mémorielle, terme affreux des néocoloniaux, ou parce que ça serait enfermer les Algériens dans leur passé, pas du tout. C'est quand on est au clair sur son passé, comme un enfant qui grandit, il a besoin d'avoir des racines, de comprendre d'où il vient. Un peuple, c'est pareil. Un peuple a besoin de comprendre d'où il vient, ce qu'il a vécu, comme malheur, comme bonheur, parce que c'est comme ça qu'on devient résilient. C'est en étant au clair sur les drames que l'on a vécus. C'est vrai pour tout être humain, et donc c'est vrai aussi pour un peuple. Et donc cette page-là, il faut vraiment qu'elle soit écrite précisément pour être tournée. Vous considérez qu'il n'y a toujours pas une volonté française, en fait, de réparer les méfaits de l'histoire et d'avoir un rôle mémoriel important à ce jour? Non, je pense que c'est toujours pas le cas. La commission mixte a été interrompue, donc les travaux reprennent. La restitution des biens culturels et des biens et des archives... Exclut quelques objets de l'histoire algérienne. Comment vous expliquez l'adoption d'une loi sur les restitutions, mais qui exclut des objets réclamés par l'Algérie parce que ça relève du domaine militaire? Je ne le comprends pas. Je pense que peut-être que ça ne relève pas du domaine de la loi, mais en tout cas, je considère
que le président de la République est chef des armées, donc c'est ce que je ferai à sa place. Étant chef des armées, il a donc la tutelle sur les musées militaires. Donc il peut rendre le canon qui est à Brest, il peut rendre un certain nombre d'appareils de défense, effectivement, qui appartiennent à l'histoire de l'Algérie. Ça ne doit pas être très très compliqué à faire, et je pense que ça doit être fait. Comme tous les objets culturels, comme les archives, il y a aussi une demande qui est tout à fait fondée, je le dis en plus en tant qu'ancienne ministre de l'Environnement, des archives concernant les essais nucléaires. C'est très important parce qu'il y a encore des conséquences toxiques sur la santé des habitants. Et puis aussi, ce qui est demandé, qui me semble aussi extrêmement important, ce sont les plans des mines qui ont été posées le long des frontières pendant les conflits, qui ont été posés d'ailleurs par des soldats, souvent du contingent français, qui ont laissé leur vie. On ne parle jamais du traumatisme des soldats du contingent. 1 500 000 jeunes qui ont été arrachés à leurs fermes et à leurs usines en France pour venir commettre des exactions en Algérie. On n'en parle jamais, c'est tabou. Moi, je l'ai entendu dans la ruralité des départements des Deux-Sèvres où j'étais élue. J'ai vu le traumatisme de ces anciens combattants qui n'osaient pas parler, qui se réunissaient entre eux, à qui on a fait commettre des exactions et des tortures, et ensuite qui sont retournés dans leurs usines et dans leurs champs, et puis personne n'a pris en charge ce traumatisme. Donc, et aujourd'hui, les Algériens demandent les plans de ces implantations qui ne leur ont jamais été donnés. Et c'est comme ça qu'on a certains agriculteurs algériens qui ont sauté sur des mines et qui ont été amputés. Donc, franchement, tout ça doit être rendu, donné, avec élégance, avec intelligence, avec échange entre les scientifiques, pour repartir sur de bonnes bases, bien sûr. En tant que présidente de l'association France-Algérie, est-ce que vous estimez avoir ce rôle aussi de porter des demandes, des réclamations et des doléances au pouvoir français? D'ailleurs, est-ce que vous avez rencontré le président Emmanuel Macron depuis votre dernière visite en janvier? Non, je ne l'ai pas rencontré, mais je lui ai fait part de mon avis sur les questions. Donc j'ai vu ses conseillers, et puis surtout j'ai vu le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, M. Nunez. Donc ça, c'était important pour l'aider à préparer sa visite, parce que je pense que ces sujets dépassent les clivages politiques. Moi, je suis au service de l'humanité, enfin de l'intérêt de nos deux peuples et de l'amitié entre nos deux peuples. Donc tout ce que je peux faire, je le ferai. Et que vous disent vos interlocuteurs à Paris sur ces demandes algériennes? Est-ce qu'il y a une préparation à accepter certaines choses ou est-ce qu'il y a un refus catégorique? Il y a une espèce d'indifférence, vous savez, comme souvent, hélas. Mais vous savez, c'est parfois ce qu'il y a de pire, l'indifférence. Et je suis toujours battue, moi, toute ma vie contre l'indifférence. C'est un des fléaux, ça, de la vie, l'indifférence. Se dire, bon, pourquoi se donner du mal? À quoi ça va servir, etc. Ben si, il faut le faire. Donc j'ai décidé d'ailleurs, je vous l'annonce, avec l'association que je préside, d'organiser une exposition. Comme ça, on verra, parce que tout le monde en parle sans jamais avoir vu. Donc on verra ces objets, on verra ce que demande l'Algérie, à juste titre, on verra la liste des archives, on verra les objets d'Abdelkader, on verra les objets des autres communautés algériennes qui sont demandés, on verra les objets militaires en photo. Et vous savez ce que les gens diront? Tout ça pour ça? On n'a pas encore rendu ces objets-là depuis le temps? Mais c'est absurde. Et c'est ce que je dis à mes interlocuteurs français. Je dis, mais vous vous rendez compte, vos enfants et vos petits-enfants, quand ils vont voir ça, ils vont dire, mais on n'a même pas fait le geste de rendre ça à l'Algérie. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Et vous comptez faire cette exposition à Paris ou à Alger? À Paris, mais elle pourra venir à Alger. Vous avez dit qu'il n'y avait pas assez de gestes. Est-ce que vous ne considérez pas, par exemple, que la dernière déclaration du président français sur ces maboules qui passent leur temps à tomber sur l'Algérie, ce n'est pas un petit geste symbolique du président français de traiter les anti-algériens de fous? Écoutez, au moins ça a le mérite d'aller dans le bon sens. Mais il est temps qu'ils s'en rendent compte. Vous voyez, c'est au contact finalement du vécu, des difficultés concrètes. Et d'ailleurs ce jour-là, au contact de médecins d'origine algérienne. Donc il se rend compte en allant au contact qu'il faut voir les choses différemment. Parce que c'est lui-même qui a porté quand même le durcissement de la délivrance des visas dont souffrent beaucoup les étudiants, les entreprises qui ont des salariés algériens, etc. Donc il est lui-même à l'origine de ces instructions de dureté et tout d'un coup, il découvre l'absurdité d'un système. Mais qu'est-ce qu'il a vu, Emmanuel Macron? Il a vu le pape venir en Algérie. Déjà, ça a pas mal secoué en France.
Et d'ailleurs, tous les courants algérophobes qui nous racontent et qui ont la nostalgie de l'Algérie française, ils n'ont rien dit sur la visite du pape. Ils étaient bien embêtés quand même. Ils ont même critiqué le pape d'une certaine manière. Ils ont même critiqué le pape d'une certaine manière. Mais tous ceux qui disaient qu'avant la colonisation, il n'y avait rien en Algérie, ils en ont été pour leurs frais. Puisque quand même, Saint-Augustin, ça date de 1500 ans. Vous voyez? Donc Saint-Augustin le Berbère, ça date de 1500 ans. Donc ils ne pouvaient plus dire qu'avant il n'y avait rien. Et en plus, ça a influencé toute la pensée occidentale. Donc ceux qui ont raconté aussi, en allant en Afrique un jour dans le discours de Dakar, que l'Afrique n'était pas rentrée dans l'histoire, mais l'histoire est née sur le continent africain. Donc cette absurdité de la méconnaissance, vous voyez, conduit justement à tous ces malentendus et à toutes ces tensions qui sont complètement inutiles. Et pour en revenir à Emmanuel Macron, ce qu'il dit va dans le bon sens. Donc je laisse de côté le fait qu'il en est en partie responsable, mais il devrait en tirer les conséquences. Ce que je souhaite, c'est que, par rapport à tout ce que nous venons de dire, c'est qu'il fasse des gestes. Vous voyez, puisqu'il vient de se rendre compte en effet que c'était absurde, donc il fallait déjà renouer les relations diplomatiques. Donc il a vu le pape venir. Et puis qu'est-ce qu'il a vu aussi? Il a vu les dirigeants du monde entier, les Italiens, les Espagnols, les Américains, qui profitent un peu de cette crise algéro-française. Et qui viennent en Algérie investir, faire des contrats gaziers en ce qui concerne l'Italie, etc. Donc les entreprises françaises disent « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi vous êtes en tension? C'est nous que ça pénalise d'une certaine façon. » On vous l'a dit? Est-ce que des patrons français vous l'ont dit qu'ils sont pénalisés aujourd'hui? Bien sûr. La Chambre de commerce franco-algérienne est désolée de ce qui se passe, puisque les entreprises françaises ont des partenariats qui sont interrompus. Donc c'est une absurdité et pour les Algériens et pour les binationaux qui souffrent beaucoup de cette situation. Donc j'ai rencontré les élus binationaux en France et qui souffrent beaucoup de cette situation. On n'a pas le droit de les traiter de cette façon-là, parce que c'est de la valeur qui est détruite d'une certaine façon. Quand les gens ont peur, ben, ils sont moins performants. C'est tout simple, hein, vous savez, c'est... Vous avez déclaré hier sur X, Ségolène Royal, que la stratégie de tension avec l'Algérie, prônée notamment par l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, était contraire aux intérêts de la France et des Français pour grappiller les voix des nostalgiques de l'Algérie française. Conséquence, échec sur les OQTF, recul des partenariats énergétiques, etc. etc. Comment est-ce que vous expliquez, Ségolène Royal, que malgré le départ de Bruno Retailleau, les blocages persistent encore aujourd'hui entre Algérie et la France ? Parce que je pense qu'il y a une partie des conseillers du président de la République qui continuent à penser comme ça, une partie aussi peut-être des services au sein du ministère de l'Intérieur qui continuent à penser comme cela. Qui reste proche de Bruno Retailleau? Oui, qui reste proche de cette ligne qu'il a insufflée. Qui n'est pas celle de son successeur, on est d'accord? Qui n'est pas celle de son successeur, mais je pense ensuite qu'il y a un certain nombre de pesanteurs qui se mettent en place. Il y a par exemple un agent consulaire algérien qui est incarcéré sans être jugé. Ça, c'était du temps de M. Retailleau. Et dont le mandat de dépôt a été prolongé d'une année. Et dont le mandat, parce que maintenant c'est entre les mains de la justice, donc c'est la justice. Mais à l'origine, ça aurait pu très bien avoir une autre allure. C'est-à-dire, il peut y avoir une personne qui est à disposition de la justice et qui est là, qui se garantit qu'elle est là, mais être incarcéré sans être jugé, c'est une question en effet. Il y a des demandes d'extradition de délinquants financiers qui sont en France et auxquels l'Algérie n'a pas de réponse. Donc ça ne va pas. Donc je pense que si Emmanuel Macron, et ça c'est vraiment du ressort du président de la République, que si Emmanuel Macron veut faire des gestes de réconciliation et de sérieux avec l'Algérie, parce que nous avons besoin de l'Algérie pour beaucoup de sujets, la question des OQTF par exemple, et je comprends que l'Algérie, tant qu'elle se fait insulter par M. Retailleau et d'autres, eh bien, elle n'a aucune raison de faire des gestes, et que donc il faut apaiser. Et ceux qui pensent qu'avec des rapports de force et des rapports de domination, on peut obtenir satisfaction, ils se trompent. Donc ils jouent contre l'intérêt de la France. Et deuxièmement, nous avons des coopérations sur les services de renseignement contre le terrorisme qui sont absolument essentielles et qui aujourd'hui sont fragilisées.
Donc nous avons besoin les uns des autres. Et donc pour vous, Ségolène Royal, Emmanuel Macron ne veut pas faire Si. de gestes, notamment sur les extraditions, je précise les extraditions d'hommes d'affaires, etc. Pourquoi est-ce que la France ne veut pas extrader ces hommes d'affaires? Pourquoi est-ce qu'elle refuse de faire des gestes? Mais justement, ce que je vous dis à l'instant, c'est que puisque Emmanuel Macron vient de prendre la mesure de l'absurdité de l'existence de Maboul. Exact. C'est ça? Oui, enfin, je ne reprendrai pas ce terme, mais je lui laisse. Eh bien, il faut qu'il aille plus loin, et c'est quelques exemples que je viens de donner. Puisque moi, je les ai entendus du côté algérien, je les ai communiqués au ministre de l'Intérieur, au conseiller d'Emmanuel Macron, et je pense qu'il faut s'écouter. Vous savez, pour avancer, pour faire des médiations, il faut s'écouter. Moi, j'ai entendu, j'ai écouté, j'ai entendu cela, et je pense qu'il faut faire des choses sur ces sujets. Alors vous évoquez une obsession anti-algérienne de beaucoup d'hommes politiques français, principalement de droite. Est-ce que ça paye aujourd'hui, Ségolène Royal, en politique interne française, d'être anti-algérien? Bien sûr, ça payait à l'extrême droite. Et comme on voit que Bruno Retailleau essaye de reconquérir un certain électorat qui a la nostalgie de la colonisation, je rappelle d'ailleurs que Bruno Retailleau avait signé la loi sarkozyste des bienfaits de la colonisation, parce que là aussi, pour bien juger les choses, il faut s'instruire quand même. Depuis 1830, c'est-à-dire le début de la colonisation en Algérie, il y a dû y avoir entre 3 ou 4, selon les historiens, millions de morts. C'est ça les bienfaits de la colonisation. Donc à un moment, je pense qu'il faut poser les choses, donner le pouvoir à des gens sérieux, qui ont vraiment envie de pacifier les choses, de les apaiser, et surtout de ne pas utiliser le ressentiment ou les relents racistes dans une période électorale. Ça, et moi, ils me trouveront sur leur chemin. Chaque fois, je prendrai la parole pour le dire et pour essayer de freiner ces pulsions qui sont des pulsions négatives. Et des dirigeants n'ont pas le droit de donner des pulsions négatives, sauf en période électorale où l'on voit qu'effectivement qu'ils essayent de rapter un certain... Vous resterez droit dans vos bottes malgré les attaques et les critiques. Je n'utilise pas cette expression. En France, droit dans mes bottes. Malgré les critiques et les attaques aujourd'hui, surtout dans les médias d'extrême droite contre vous, à chaque fois que vous venez en Algérie. Bien sûr, mais parfois je me fais prendre à partie. Mais à la fois, je reçois dans la rue beaucoup d'affection et de remerciements, mais parfois je me fais prendre à partie maintenant, bien sûr. Alors, votre ancien collègue socialiste Manuel Valls pense qu'il faut rétablir un rapport de force avec l'Algérie. Juste après cette explication des Mabouls, donc même au sein du clan socialiste, il peut y avoir des voix assez extrémistes, Ségolène Royal. Je n'ai même pas envie de commenter ce que dit Manuel Valls. Vous savez, même ce mot de rapport de force, il y a des gimmicks comme ça, des espèces de formules, des gens faibles. Les gens qui parlent de rapport de force, observez, ce sont des gens faibles, qui n'ont pas d'idées, qui n'ont pas de pensée, qui n'ont pas de vision d'avenir, qui n'ont pas de stratégie d'avenir. C'est comme l'expression pour préparer la paix, pour avoir la paix, prépare la guerre. L'absurdité de cette expression qui est finalement le logo du lobby des marchands d'armes et des fabricants d'armes. Mais non, pour avoir la paix, prépare la paix. C'est bien plus intelligent et bien plus sûr. Je ne crois pas au rapport de force, moi. Je crois au rapport d'intelligence, au rapport de coopération, au rapport de fraternité. Et comme le dit Saint-Augustin, puisqu'on en parle, vous savez, tout doit se faire par amour des peuples. Et quand on parle de l'amour des peuples, on n'utilise plus des mots comme rapport de force. Et est-ce que vous pensez que la fraternité, l'amitié, la coopération est encore possible pendant cette année, qui est une année cruciale entre l'Algérie et la France? Parce que dans un an, presque exactement un an, il y a une élection présidentielle en France qui est très importante. Est-ce qu'on peut s'attendre au pire, selon vous, à partir de 2027 si c'est l'extrême droite qui prend le pouvoir? Ah oui, bien sûr, c'est l'extrême droite. Vous aurez plus de travail en tant que président de l'association. Si l'extrême droite arrive au pouvoir, bien évidemment, il faut s'attendre au pire, oui, bien sûr. Bien sûr, et ça, c'est... Il faut qu'Emmanuel Macron agisse avant la fin de son quinquennat. Avec l'Algérie? Avec l'Algérie. Je pense qu'il n'a plus rien à perdre, il ne peut plus être candidat. Donc finalement,
ces hésitations, puisque avant d'être élu, la colonisation était un crime contre l'humanité. Après avoir été élu, c'était plus un crime contre l'humanité, c'était la rente mémorielle. Après, il y a eu les lois sur la restriction des visas. Maintenant, ceux qui veulent la rupture sont des maboules. Donc, il y a des, vous voyez, des méandres comme ça. Là, on est dans le bon timing, c'est-à-dire, effectivement, ceux qui sont pour les ruptures sont nocifs. Et donc, s'il se dit, finalement, qu'est-ce que je peux faire d'ici la fin de mon quinquennat pour servir le peuple français, pour servir la paix, pour servir l'intérêt bien compris de part et d'autre de la Méditerranée, pour renforcer le berceau méditerranéen, etc., eh bien, il peut faire ce que je viens de vous exprimer. Et vous avez pensé être candidate parce qu'il y a votre nom qui revient toujours dans les potentiels candidats du clan de gauche. Je ne parle jamais de ça, vous savez pourquoi? Parce que tout ce que je dis, sinon, sera vu au prisme d'un intérêt. Et moi, je suis complètement désintéressée dans cette responsabilité qui est la mienne aujourd'hui. Je la pense viscéralement utile, si vous voulez, pour la jeune génération. Je viens d'écrire un livre sur les jeunes générations, sur la dette générationnelle. C'est 20 ans jour pour jour après cette fameuse élection présidentielle de 2007. C'est ça. Et la dette générationnelle, ah oui, c'est vrai. Et la dette générationnelle, la guerre, c'est la pire des dettes générationnelles qu'on laisse aux générations futures. Il y a une polémique en France sur Boualem Sansal, Madame Royal, qui a affirmé il y a quelques jours que la France était pire que l'Algérie. Une pluie de critiques en France contre ces dernières déclarations et le fait de quitter la maison Gallimard pour Grasset. Comment est-ce qu'on explique ce changement de ton radical dans l'affaire Boualem Sansal et surtout en France où les critiques pleuvent contre lui? Écoutez, c'est très difficile. Vous êtes mieux placé que moi pour répondre à cette question parce que je n'ai pas les données de ce qui lui permet de s'exprimer comme cela. Ce que je trouve assez désolant, y compris sur la formulation et le choix du vocabulaire. Maintenant, je n'ai pas les éléments qui lui permettent de dire cela. Donc, moi, je n'ai pas été dans son comité de soutien non plus parce que je trouvais que les déclarations qu'il faisait étaient agressives et qu'on n'avait pas assez d'éléments d'évaluation. Maintenant, moi, je respecte toutes les prises de parole. Le plus, si vous voulez, le plus étonnant, c'est que c'est un écrivain qui revendique la liberté de parole, la liberté de critique, voire la liberté même d'agresser verbalement, pourquoi pas, mais il ne l'accepte pas pour lui-même. C'est ça qui est surprenant. Il devrait au contraire accepter les critiques, puisque la critique est l'essence même, dit-il, de la création littéraire. Donc il devrait les accepter aussi pour lui-même. Maintenant, peut-être qu'il a été... voilà, peut-être qu'il en... Je ne sais pas, je ne peux pas évaluer cela, donc Lors de votre dernière visite en Algérie, au mois de janvier, vous avez demandé à voir le journaliste français Christophe Glaise. Vous aviez rencontré le ministre de la Justice qui vous a reçu, qui vous a autorisé à le voir, vous l'avez vu. Vous êtes en contact avec ses parents, sa famille. Qu'est-ce que vous espérez sur le cas de Christophe Glaise aujourd'hui? J'espère une grâce présidentielle. Mais je comprends aussi la préoccupation des dirigeants algériens qui consiste à dire qu'il faudrait aussi des gestes des deux côtés. Parce que Christophe Glaise, il a été jugé. D'un autre côté, il y a un agent consulaire qui est incarcéré sans être jugé, même si les deux choses ne sont pas liées, que ni les autorités françaises ni les autorités algériennes n'ont lié les deux cas où on fait une sorte de donnant-donnant. Mais je pense que, oui, c'est ça, il faut... Je souhaite de tout mon cœur que comme je l'ai exprimé, voilà, qu'un enfant soit rendu à sa mère. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi d'évoquer demain le thème des relations entre Saint-Augustin et sa mère Monica. Et je me suis dit, ça fera un écho à ce souhait que j'ai, qu'un enfant soit rendu à sa mère. Merci Ségolène Royal d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes présidente de l'association France-Algérie et ancienne ministre en France. Merci à vous et à la semaine prochaine.